Bienvenue à toutes et tous dans la causerie de Atome Basketball. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Agnès et Nima du Paris Basket 18. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour Valentin. Le podcast s'ouvre toujours sur la question d'introduction qui est de me définir le basket en trois mots et de m'expliquer le choix de ces mots-là. Je laisse la parole à qui veut pour débuter l'enregistrement. Alors moi je dirais tout d'abord merci pour cette invitation. Et alors en trois mots, c'est pas facile, hein, mais je dirais rencontre, parce que le basket nous permet de faire énormément de rencontres diverses et variées. Émotion, peut-être liées au sport de façon générale, je pense qu'on a pu vivre certaines émotions en pratiquant le sport, en regardant le sport. Et transmission. Là, c'est peut-être plus lié au Paris Basket 18 et la volonté de transmettre aux plus jeunes générations des valeurs positives, des choses. Et voilà. Et pour toi, Nima? Moi, je dirais dépassement, parce que dans le sport, la notion de dépassement de soi, et, elle est hyper importante, je trouve. Je dirais cohésion, parce que particulièrement dans le sport d'équipe comme le basket, la cohésion c'est hyper important. Et le troisième, je dirais solidarité, parce que ce soit dans des moments où c'est difficile, pour monter au score, il faut garder le score ou autre, la solidarité c'est ce qui fait la différence. Bien. Avant d'ouvrir notre corps de podcast, j'aime bien qu'on puisse laisser les invités se présenter. J'aime bien qu'on puisse les laisser se raconter un petit peu et nous parler de leur parcours avec la balle orange. Donc, Nima, est-ce que tu peux nous raconter ton lien et puis ensuite Agnès? Alors, mon lien avec la balle orange, ça a commencé quand j'avais 7 ans. Où moi je viens d'une famille très sportive, pas forcément dans la pratique, mais dans l'amour du sport, plutôt orienté foot. Et c'était à l'époque où je pense Tony Parker, il battait un peu tous les records, il était hyper pris. Et ma mère, elle m'a dit, il faut que tu fasses comme lui. Et du coup, quelques semaines après, je pense qu'il y avait des détections à l'école primaire. Et le Paris Basket de 18 est venu. Et on a fait la détection, j'ai été prise, etc. Et moi, j'habitais dans le 19e et eux, ils étaient dans le 18e. Et ben, j'ai fait la mutation pour commencer chez eux. Et je me suis pas arrêtée avant mes 17 ans et demi, quand je me suis fait une rupture des lignes croisés. Et entre-temps, j'ai grandi en fait avec la Valorant. J'ai été éduquée par le sport, par aussi le PB18. Et on a eu nos hauts, nos bas, on était follement amoureux. Et puis après, à un moment donné, on s'est détestés. Puis après, on est revenu. Mais jusqu'à aujourd'hui, finalement, même si je pars aussi loin, on se retrouve toujours. Donc, ouais, elle est toujours un peu à côté, on va dire. Et pour toi, Agnès? Alors moi, je dirais que si je peux élargir la question au sport en général, Bien sûr. puisque moi, depuis mes 7 ans aussi, je fais du sport. J'ai jamais arrêté, que ce soit en club, de façon compétitive, de façon plus en loisir. Donc j'ai commencé avec le tennis de table à 7 ans, je faisais ensuite du roller, après arrivé... là, c'est pas Tony Parker, c'est une autre génération, Magic Johnson, en 92 avec la Dream Team. Et là, je ne me suis pas arrêtée avec le basket. Donc, à mes 18 ans, j'ai commencé à m'investir. J'étais joueuse encore, mais j'ai commencé à m'investir plus dans le club. Euh, J'étais pas encore au PB 18 à l'époque, mais j'ai commencé à entraîner parce qu'il manquait d'entraîneurs. Donc, section féminine au départ. Et puis, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur parce que ça me plaisait bien. J'étais en parallèle, j'étais en STAPS. Je passais mes formations pour devenir prof de PS. C'était complémentaire, je dirais. Et petit à petit, je me suis dit, ben, tiens, je suis entraîneur. Je vais essayer de comprendre un peu mieux les arbitres pour leur parler, pour échanger avec eux, pour mieux comprendre les règles, tout ça. Donc, j'ai passé ma formation d'arbitre. Je suis passée ensuite formatrice d'arbitre aussi. J'étais aussi présidente du Paris Basket 18 ensuite, pendant plusieurs années. Et petit à petit, je suis passée ensuite salarié du PB 18, voilà, à temps complet. Donc, je pense que j'ai une vision assez 360 avec je pense que j'ai vu un petit peu toutes les facettes du basket. J'étais aussi bénévole à la commission sportive fédérale pendant quelques années.
Donc ça m'a permis de voir plein de choses différentes et qui, je pense, m'apportent énormément aujourd'hui dans mon rôle de directrice. Bien, bah du coup la transition Agnès est toute faite. La première question là pour rentrer, pour plonger dans le corps de notre podcast, j'avais envie de te demander, puisque tu es directrice générale du Paris Basket 18, et volontairement on a toujours la première question qui est un peu une question candide, un peu une question on va dire assez ouverte et simple aussi, mais en quoi ça consiste d'être directrice générale d'un club? Waouh, c'est un beau titre que Et ça. particulièrement du Paris Basket 18. Alors, directrice du Paris Basket 18, j'allais dire, ça consiste à faire en sorte que le club tourne, j'allais dire, au quotidien et j'allais dire à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit dans l'aspect avec les jeunes. Euh, donc, j'allais dire, finalement, je relais j'allais dire, la présidente et les gens du bureau pour que tout ce qui est décidé soit mis en place et qu'ensuite ça fonctionne bien. Alors après, c'est un grand mot, enfin, c'est un grand poste directrice, on va dire, parce que quand on entend ça comme ça pourrait être dans les grandes sociétés. Maintenant, on reste une association de taille modeste, voilà, avec beaucoup d'ambition, certes, mais moi, je peux, dans la même journée, je peux ranger des cartons, je peux aller sur le terrain parce qu'il va manquer un coach, je peux être derrière mon ordinateur pour faire de la comptabilité et je peux être sur des ressources humaines aussi. Donc, c'est très, très varié. Et c'est ça qui est aussi très enrichissant et ce qui me permet, moi, de durer depuis tant d'années ici. Du coup, de cette expérience au Paris Basket 18, cette fois-ci, Nima, j'aimerais que ce soit toi qui revienne un petit peu sur ton expérience en tant que joueuse, des débuts bah, jusqu'à ta blessure, et que tu nous parles un petit peu de ce qui fait la singularité du club aussi. Alors, si je devais revenir sur mon parcours au PB18, je pense en un mot, je le résumerais en disant évolution. Parce que, mine de rien, j'aime à penser que j'ai été éduquée par le sport. Et aussi, j'ai eu cette éducation PB18, c'est-à-dire que le PB18, c'est plus que juste un club, c'est vraiment un accompagnement global. On l'a eu finalement dès le début, c'est-à-dire qu'on était en sport-études. Pour un club, c'est pas habituel. Et on avait voilà, les cours avec aussi les sessions du coup basket, même entre midi et deux, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je sais plus. Mais il y avait ça aussi. Et en fait, 6 jours sur 7, en fait, on faisait du basket, mine de rien. Donc, ça prenait du temps, mais en même temps, c'était la passion. Et quand on est passionné, je pense qu'on on sent pas, du coup, qu'on passe notre vie à faire ça, en tout cas au début. Après, je dirais que ce qui était bien, en tout cas dans mon expérience au PB18, c'est que je me suis fait des amis pour la vie, des gens avec qui je suis tous les jours aussi en contact, et cette espèce de fil rouge qui fait que même si on a après chacune nos vies, à chaque fois qu'on se retrouve, il y a toujours cet ancrage PB18, ce petit lien. Et ça, je trouve qu'on le retrouve pas forcément partout. Plus on évolue, plus on grandit et plus on se dit que c'est précieux. Il y a la partie aussi, je dirais, état d'esprit combatif, le fait de pas de rien lâcher, je sais pas si on peut dire ça dans un podcast, mais voilà. Serrer les dents. Voilà, ça se dit. Serrer les dents quand c'est difficile et surtout, je pense que ce que j'ai le plus aussi appris au PV18, c'est de pas me limiter. De pas me limiter parce que j'ai en tête que à chaque compétition, quand on était Minime France, on était le seul club face à des centres de formation et on se limitait pas. On n'y allait pas en étant timide, en se disant on va perdre. Non, on y allait en ayant la niaque et on gagnait nos matchs. Même si on en perdait aussi, on en gagnait aussi. De se dire que même si on n'est que 6 dans une équipe, on peut pas y aller. On se limitait pas. On y allait et on se faisait notre place. Et je pense que cet état d'esprit, il me guide encore jusqu'à aujourd'hui.
Il y avait cette question-là que j'avais, c'était quel lien on a avec la directrice du club Nima quand on est joueuse? Bah alors, bah en fait, c'est, je pense que ça dépend en termes d'âge. Parce qu'au début, alors Agnès, c'était pas ma coach. Du coup, moi, j'avais j'ai eu, je crois, il y avait Thomas, après, il y avait Laurent. Mais il y a eu d'autres coachs, du coup. Donc moi, j'avais plus ce lien-là avec eux qu'avec, du coup, Agnès, de base. Après, je pense, au plus on grandit, au plus on est bizarrement proche. Je sais pas comment dire. Du coup, pour continuer là-dessus, mais j'avais cette volonté et c'est top que du coup on puisse faire ce podcast Agnès avec Nima et qu'on ait deux visions différentes. Mais dans le fait de ne pas se limiter, on pourra y revenir aussi dans cette question. C'était intéressant ce que tu disais, Nima. Comment est-ce qu'on réfléchit et du coup, pour peut-être illustrer cet exemple aujourd'hui, comment est-ce qu'on réfléchit à l'arrivée d'une joueuse, la construction de son projet? Parce qu'il y a une dimension qui est... Nima en a parlé, mais j'aimerais aussi qu'on puisse en reparler dans le podcast, mais une dimension qui est vraiment extra-sportive. Comment, Agnès, quand on a une joueuse qui arrive au club, on réfléchit la construction de son projet selon... il y a forcément selon le club, selon l'équipe, il y a forcément selon aussi les envies de cette joueuse. Donc comment est-ce qu'on construit l'accompagnement et le projet d'une joueuse qui arrive au club? Alors, l'idée, c'est d'impacter non pas uniquement sur la partie sportive, enfin le niveau sportif, mais vraiment d'avoir l'axe aussi au niveau social, au niveau éducatif, qui va permettre finalement à la jeune de s'épanouir, de grandir, euh, souvent par elle-même. Enfin, j'allais dire, on lui apporte des outils, on lui apporte un cadre pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir. Après, c'est à elle de se saisir de tout ça. Et petit à petit, en fait, nous, on adapte aussi j'allais dire, l'accompagnement. On essaye de le personnaliser au maximum. Alors, on n'a pas que 5 choses, hein, donc on peut pas toujours personnaliser totalement, mais de se dire que, bah voilà, je sais pas, post-Covid, il y a eu beaucoup de besoins sur tout ce qui est santé mentale, pour remettre les jeunes au sport. Donc, nous, on s'est attaché les services d'un préparateur mental. Après, derrière, on avait aussi notre psychologue. On a aussi on connaît l'importance du parcours scolaire pour les jeunes. On sait aussi que c'est pas forcément chez les collégiennes, quels que soient les milieux, c'est pas forcément la meilleure période pour se dire oh tiens, j'aimerais bien aller à l'école, j'adore ça. Donc en fait, nous on essaye de les motiver grâce finalement au basket à suivre leurs études et à ce qu'elles comprennent aussi l'importance de suivre leurs études. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène, je dirais, au quotidien. Par moment, il faut aussi créer du lien entre les jeunes et leur famille, parce que des fois, les jeunes ne parlent pas avec leurs parents, parce il y a des tensions sur tel ou tel point. Montrer aussi, on est aussi là pour montrer à la famille tous les efforts que la jeune est en capacité de faire quand elle est au basket. Et donc ça, c'est quand même, il faut quand même le valoriser, autant pour nous que pour la famille. Et c'est pas forcément tout le temps le cas, parce que surtout chez les jeunes filles, en gros, c'est allez, amuse-toi bien, tant que tu es au collège, tu vas faire ton basket. Par contre, après, bon, ça y est, on a fini de jouer au basket, on peut faire autre chose, là, on peut être un peu sérieuse, tu as passé l'âge. Donc, je généralise un petit peu, mais il y a quand même, alors de moins en moins avec le temps, mais il y a quand même eu beaucoup de familles pour lesquelles le basket était finalement pris quasiment que comme un loisir, mais avec l'implication du club, l'implication surtout des jeunes, bah, au final, elles ont réussi à montrer elles-mêmes à certaines de leurs familles qui étaient un petit peu réticentes qu'en fait, le basket, ça les a aidés à se construire et nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Et donc, en fait, continuellement, on adapte notre projet, on adapte nos programmes et on essaye de répondre aux besoins des jeunes en lien avec, j'allais dire, leur génération, puisque les besoins qui étaient là il y a 10 ans, les besoins de Nima ne sont pas les besoins des jeunes actuellement, on n'a pas les mêmes outils. Et puis, on travaille constamment sur ces différents domaines. Quand on parlait, Nima, de l'évolution, en fait, et ça m'est venu, on verra si jamais ça reste dans le podcast ou si je coupe notre petit moment d'avant, mais quand on parlait de l'évolution du lien et du lien qu'on peut avoir avec la directrice d'un club, est-ce que finalement, on n'est pas, au fur et à mesure de son évolution et au fur et à mesure qu'on s'affirme dans son adolescence, est-ce que ce lien, du coup, il ne devient pas un lien un peu plus horizontal, une personne, en fait, qui devient aussi une personne ressource qui va pouvoir nous aider à nous construire et à construire un futur aussi professionnel. Et ce sera l'occasion aussi de transiter sur ton parcours.
Oui, totalement, totalement. En vrai, si je devais euh, faire le parallèle avec ma famille, je dirais que Agnès, c'est un peu comme une tata. C'est un peu comme une tata qui est présente, qui des fois nous dit bah, il faut absolument développer tel ou tel aspect, on n'a pas trop envie. On se dit oh là là, pourquoi elle veut absolument que j'aille là ou là? Mais que en grandissant, bah, on mûrit, on comprend mieux les choses et on se dit mais en fait, cette personne, elle tenait vraiment à moi, elle voulait que je développe tel point et on est reconnaissant. Et on est reconnaissant. Agnès, bah, en fait, c'est totalement ça. En dehors même du basket, il y a plein de moments de ma vie où elle a été présente. J'ai en mémoire, je crois que c'est un stage de troisième, ou je sais même plus, où on avait fait voilà, elle m'avait accompagné là-dessus. Quand j'ai voulu découvrir un peu le monde, quand j'ai arrêté le basket en tant que tel, mais que je voulais rester autour de ça et qu'elle elle sait que la transmission, c'est important pour moi, mais c'est la première à m'avoir donné l'opportunité de pouvoir coacher. Du coup, j'ai commencé avec l'école de basket et puis j'ai même coaché une équipe senior et j'ai découvert, c'était mes premiers pas de transmission, on va dire, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore vraiment commencé la vie professionnelle, j'avais 18 ans. Donc, il y a ce... Et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, en soi, oui, avec le recul, on peut dire que c'est quand même moi, hein. Mais elle a été là. Et du coup, on va doucement transiter aussi parce que bah, j'étais content, on s'est eu en préambule au téléphone avec Agnès. On sait qu'il y a des joueuses professionnelles aussi qui sont passées par le PB18, notamment Olivia Ipoupa, Binta Dramé aujourd'hui qui a acharné. Mais je trouve ça assez extra parce qu'on va pouvoir croiser les valeurs du monde du sport avec celles du monde professionnel. Avec toi, Nima, et je voulais savoir, est-ce que dans ton vécu de joueuse, il y avait, puisqu'aujourd'hui tu es entrepreneur et je te laisserai parler un petit peu de ton activité, mais est-ce qu'il y avait des prémices de cet entrepreneur que tu es aujourd'hui sur un terrain? Est-ce que tu étais une joueuse qui peut-être fédérée, qui était pleine d'initiatives? Je laisse Nima, Agnès, je sais pas qui veut. Là, ça va être compliqué de parler pour moi-même. Du coup, je vais laisser Agnès. Non, Nima, c'était, on pourrait le dire, on pourrait l'appeler le syndicat des joueuses. Donc, c'était un côté un peu entrepreneur, parce qu'elle était toujours là à négocier des nouvelles choses pour les joueuses. Mais c'était bien, parce que Nima, elle osait parler, chose que ben, c'est pas forcément facile à cet âge-là. Et elle nous remontait comment dire, des souhaits de son équipe. Et donc, ça, c'était quelque chose, je pense que c'est le côté un peu entrepreneur. Je me souviens même pas de ça. Si, si. Elle s'en rappelle pas, parce que Je me souviens pas. Et du coup, donc responsable du syndicat des joueuses, aujourd'hui j'ai pu en Ah oui, les amont RH, elle peut être syndicaliste. discuter un peu avec Agnès. Il me semble aujourd'hui, Nima, que tu fais du consulting. Est-ce que tu peux parler un peu du coup de cette carrière d'entrepreneuse et de ce que tu fais aujourd'hui? Et puis si tu as envie de nous faire des parallèles avec la balle orange, on les prend pour pouvoir illustrer tout ça. Ok, ça marche. Alors, j'ai fondé le cabinet Lumora Consulting. C'est un cabinet qui accompagne les cadres, du coup, à créer une carrière qui leur ressemble. Je mets à leur service mon expertise dans le monde du recrutement, notamment, mais j'ai aussi été responsable RH et manager. Donc, j'ai la vision tripartite, finalement, des acteurs du recrutement. Je leur apprends à avoir la bonne posture, à savoir comment mettre en avant ce qu'ils savent faire, parce qu'il y a une grande différence entre savoir faire et savoir dire ce qu'on sait faire. Je les accompagne aussi à finalement bien cibler les bonnes structures par rapport à leurs valeurs et par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Pour moi, le recrutement, c'est une relation humaine, en fait. C'est deux personnes qui parlent l'une en face de l'autre. Donc, il ne faut pas avoir peur de pouvoir poser des questions, échanger, pour être sûr que on puisse avancer dans la bonne direction. Euh, on fait de plus en plus des parallèles entre le sport et le monde professionnel et on fait bien parce que il y a plein de similitudes. Par exemple, un des parallèles que j'ai en tête depuis quelques temps, c'est quand on est au basket, on a un championnat. On gagne ou on gagne pas. La saison d'après, il y a un championnat. Dans le monde du travail,
on change à peu près entre 10 et 15 fois de poste dans sa carrière. Mais pourtant, quand on change de poste, parfois on a du mal à switcher et se dire, OK, je vais recommencer une nouvelle aventure et je vais mettre en place telle ou telle chose pour faire en sorte que ça puisse arriver. Il y a une espèce de parallèle où on a tendance à sombrer. Là où, en fait, dans le sport, là, par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, NBA, ils ont perdu Les Pacers? à Liberton. Ouais, Ouais, les Pacers, voilà. Les Indiana. Pacers, bah là, ils reprennent la saison, boum, on y va, on reprend et on travaille dessus. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de la mentalité du sportif, ce côté de rebondir efficacement, rebondir, je ne veux pas dire rapidement, parce que chacun a son processus, mais de se dire, OK, ça n'a pas fait, voilà les choses sur lesquelles je peux travailler, et boum, je repars. Ça, c'est un point parallèle que j'aime bien faire sur le sport. L'autre, c'est vraiment au niveau de la cohésion, solidarité. On n'est pas obligé de s'aimer, euh, mais il faut on est obligé de faire en sorte de pouvoir travailler de concert, travailler ensemble. Et ben dans le monde du travail, c'est aussi ça. On nous demande pas d'aimer tous nos collègues, c'est faux, c'est utopique. Par contre, on nous demande de pouvoir faire en sorte de créer une symbiose et que tout le monde puisse travailler ensemble. Ça. Et l'autre point, c'est vraiment de serrer les dents. Parfois, c'est pas simple. Quand on commence une nouvelle activité, moi j'ai commencé, j'étais recruteuse dans un cabinet anglais en République tchèque sur un domaine que je connaissais absolument pas. Là, c'est plus que serrer les dents. C'est voilà, on peut pas dire plus, mais faut vraiment les serrer, quoi. Donc ça, si je fais parler avec le monde du basket, voilà, les sportifs en général vont bien comprendre ce que je veux dire par là. Mais c'est top parce que ça nous fait un sujet de transition. Je vais pouvoir faire une passe à Agnès. Comment on aborde aussi dans cette formation des jeunes joueuses et au-delà de ça des jeunes femmes au sein du Paris Basket 18, notamment cette gestion de l'échec, puisque du coup Nima nous en parlait, la capacité à rebondir. Bon, j'ai en tête une phrase de Tony Parker qui disait que Kobe lui avait dit qu'il fallait delete, c'est-à-dire supprimer, mais comment est-ce qu'on aborde avec ces jeunes joueuses, que ce soit sur le terrain ou même on va dire dans le milieu scolaire, dans le milieu familial, dans le milieu social, la gestion de ces échecs, pardon, Agnès. Alors, l'idée, c'est de se dire que, au final, des échecs, il y en aura. Donc, c'est de tenter de les limiter et de se donner les moyens pour qu'il y en ait le moins possible. Et ensuite, de pouvoir se dire, d'analyser, de se dire, OK, je veux gagner mon match, très bien, mais qu'est-ce que j'ai mis en place pour gagner ce match? Les choses, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Donc, c'est un travail sur la durée. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est maintenant avec les générations là, qu'on a actuellement. C'est encore différent d'avant puisque maintenant, elles veulent tout avoir tout de suite. J'allais dire, c'est contrairement à avant où il y avait quand même moins d'opportunités faciles. Et qu'on prenait cette notion de prendre le temps, bah ok, je vais faire un an de basket, là je vais pas tout maîtriser, je vais monter petit à petit. Maintenant, c'est vrai que avec les réseaux, on voit des jeunes qui, j'allais dire en moins allez, de 5-6 ans là, qui partent en NBA, qui vont gagner des millions, et bah moi aussi je veux faire ça. Sauf que ce cas-là, il est unique, et nous on veut leur montrer que par contre le travail va leur permettre, avec la persévérance, d'arriver là où elles ont envie d'arriver, mais que ça prend du temps et qu'ensuite, il faut faire face aux échecs. Il ne faut pas se dire j'ai échoué, c'est bon, je ne suis pas bonne, mais comprendre le pourquoi j'ai échoué et s'entourer ensuite de personnes qui vont les aider à surmonter ces échecs. Mais d'abord, ça vient d'elles. C'est-à-dire, comme j'aime à dire, c'est nous, peut-être qu'il y a des jeunes qui ont réussi, alors que ce soit leur carrière professionnelle, basketement parlant, ou d'autres carrières, mais c'est nous, on leur a donné des outils. Elles ont pris ce qu'elles avaient à apprendre. Bien sûr, on les a accompagnées, bien sûr, on a pris du temps, oui, on a essuyé aussi quelques tempêtes, comme pourrait dire Nima, voilà, tout n'est pas rose tout le temps, mais l'idée ensuite, c'est que c'est vraiment elles qui ont mis l'énergie pour aller là où elles voulaient aller. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un point important. Et pour revenir du coup sur ce rêve, tu parlais de ce rêve de NBA où on voit des jeunes, on se doute aussi que au Paris Basket 18, et ça c'est une vérité commune dans tous les clubs et tous les centres de formation. Et d'ailleurs aujourd'hui dans tout ce dont tu parlais, tout ce qui était mis en place au sein du Paris Basket 18,
vous êtes presque, j'allais dire, staffé ou en tout cas avec une considération comme un centre de formation avec des psychologues et autres. Mais comment est-ce que, par exemple, des joueuses qui vont se projeter, qui vont rêver de basket professionnel, qui vont rêver de Ligue 2, rêver de LFB ou autre, celles qui parviennent pas à leur but aussi, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour les faire switcher vers quelque chose d'autre que le basket? Parce qu'on se doute qu'il y en a qui sont certainement très accrochés à ce rêve-là. Alors après, on a une structure vraiment différente des autres, je dirais, parce que déjà, nous, on va chercher des jeunes qui sont pas particulièrement basketteuses au départ. On va chercher des talents au sein des écoles. Donc, quand on est un talent au sein d'une école élémentaire, qu'on intègre le Paris Basket 18, on n'a pas forcément tout de suite cette envie de devenir joueuse professionnelle. Donc ensuite, nous, la première chose qu'on leur dit, c'est pas, ouh, regarde celles qui sont passées professionnelles, qui sont issues du PB18, parce qu'on sait que ça fait partie peut-être des 1, 2, 5% des jeunes qui sont passés par chez nous. Et ça, nous, on en est bien sûr très fiers, parce que c'est des belles réussites. Mais l'idée, c'est plus d'utiliser le sport, comme on disait tout à l'heure, pour d'utiliser toutes ces valeurs pour pouvoir développer les jeunes et révéler leurs multiples talents et pas juste leurs talents de basketteuse. Et donc, ensuite, petit à petit, ben, il y en a qui vont commencer à nous dire, oui, je voudrais être en sélection. Après la sélection, je voudrais rentrer au pôle, je voudrais rentrer au pôle France. Et ben, nous, on leur explique que, OK, tu veux faire ça, mais on les met devant aussi leurs responsabilités. Pour atteindre ça, il va falloir faire ça. Donc, on essaye de travailler beaucoup sur leur fixation d'objectifs, d'où l'apport de la préparatrice mentale aussi. Et comme ça, elles comprennent aussi à un moment donné, bon, OK, j'ai envie de rêver. Et ça, non, on leur dit continue à rêver parce que c'est ça aussi la jeunesse. Il faut, même après un certain âge, il faut qu'on continue à rêver parce que sinon c'est un peu triste la vie. Et donc on leur dit continue à rêver. Par contre, on fait des points réguliers pour savoir où on en est et peut-être réajuster ensuite leur projet pour qu'elles puissent se dire ok bon ben là je suis vraiment déçue, j'ai pas réussi à rentrer au pôle. C'est pas grave. Déjà le pôle il y a plusieurs voies donc on essaie de leur montrer d'autres voies. Et après quand elles sont un petit peu plus âgées ok, ben Nima, c'était pas forcément un souhait de Nima, mais bon, on va dire à l'issue des U15 France, t'intègres pas de centre de formation, c'est pas grave, regarde au PB18, on fait une école d'arbitrage, on a maintenant un programme pour développer des coachs féminins, on va faire des séjours, tu veux encadrer, ben viens, tu vas encadrer, tu pourras, après 18 ans, tu pourras faire, ou même avant 18 ans, tu pourras faire un volontariat en service civique, tu pourras, pour certaines, on a des filles qui maintenant travaillent au sein du club, qui sont des anciennes, et peut-être juste d'autres opportunités, leur dire, ah, tu as ton stage de seconde, tu as ton stage de troisième, bah regarde, on a des partenaires chez qui tu peux faire ce stage. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre de découvrir d'autres choses grâce au basket. Et après, bah, celles qui deviendront professionnelles, dans tous les cas, on a le même discours avec elles aussi, c'est, ok, t'es professionnel, mais n'oublie pas l'école. Parce que finalement, le basket, mets-toi ça en tête que c'est une passion qui va devenir un travail pendant un petit moment pour celles qui y arrivent. Mais derrière, il va falloir travailler aussi, hein. Et l'idéal, c'est que tu travailles dans un milieu qui va te plaire. Donc, reste ouverte à plein d'opportunités pendant ta carrière. N'oublie pas l'école, n'oublie pas tes formations et regarde tout ce qui se passe autour de toi. Nima, j'ai une question qui est complètement hors script, mais je me dis, est-ce que ce lien à la balle orange et ton travail de consultante, est-ce que tu y vois peut-être, parce que là tu nous as parlé de ponts et de choses qui sont transverses, est-ce que tu vois toi peut-être dans le futur une opportunité de lier les deux ou pas? Je me pose la question. Hum. Et ce serait lié comment, Valentin? Ce serait lié, alors Un là, peu cool. pour te prendre un exemple qui me viendrait en tête, là récemment, et c'est un podcast, c'est le prochain podcast qui va sortir, on a enregistré avec Caroline Aubert, qui est de chez Comsport, l'agent de Janel Salin, Leïla Lacan, et dans d'autres divisions, Lou Bobst ou autres. Et du coup, toi tu accompagnes des cadres du coup dans le milieu professionnel. Est-ce que tu vois, j'y pense, est-ce que l'accompagnement de joueuses de basket, c'est un truc qui t'a déjà traversé l'esprit pour avoir un pont entre ton milieu professionnel et la passion de la balle orange? Et les accompagner sur la suite pour pouvoir intégrer plus le monde professionnel. Ouais, pour par exemple de la reconversion de carrière ou de la gestion de carrière aussi pendant leur temps sur les terrains. Mm. Euh, En fait, j'y ai pensé, mais c'était quelques mois. Je crois que c'était exact. Il y avait une ancienne du PB18 que j'ai aidé, je pense que c'était en format 2 heures, je pense, plus à reprendre confiance et à traduire finalement bah, tout ce qu'elle avait pu développer
en termes de compétences, de soft skills également, et de leadership dans le monde professionnel. Ça pourrait se faire. En réalité, je pense que ça pourrait se faire. Après, j'ai pas eu encore vraiment l'opportunité de développer ça, mais ça peut se faire. C'est vrai que ça peut se faire. Pas mal. J'y Et, réfléchirai un temps. et merci. Et Agnès, est-ce que tu as t'as des anciennes, peut-être des exemples d'anciennes et là, c'est pareil, c'est un peu hors script, mais du coup, on va poursuivre juste là-dedans. Est-ce que tu as des exemples d'anciennes joueuses qui sont passées par le Paris Basket 18, qui ont eu une carrière et qui ont fait de la basketteuse qu'elles étaient la professionnelle ensuite? Je sais pas s'il faut que je détaille un peu ma question, t'hésites pas à me le dire. Oui, alors là, la première qui me vient en tête, c'est Aminata Konaté, qui est aussi la première joueuse pro issue du Paris Basket 18, qui est maintenant agente de joueuse. Donc, concurrence directe avec Caroline Aubert. Non, mais que aussi agente. Donc, ça fait partie des filles qui ont utilisé le sport finalement pour. Enfin, qui ont, j'allais dire, grâce au sport, trouvé une reconversion dans le milieu du basket. Euh, il me semble, si je ne me trompe pas, que Jendra Chachwang est également aussi à l'ANS, donc l'Agence nationale du sport. Et elle développe aussi beaucoup de programmes pour les filles, voilà, à la Courneuve et dans d'autres quartiers. Euh, après, comme ça, je vois pas d'autres femmes pour le moment. Après, on reste quand même un club relativement jeune, donc Aminata Konaté a 35 ans. Donc, potentiellement, c'est, j'allais dire, les premières qui sortent et qui commencent à chercher un métier, enfin, les premières pros. Donc, voilà. Et j'ai posé la question tout à l'heure, Ah, mais excuse-moi, ah, j'en ai oublié une. Philomène Henke, qui est maintenant coach au Pôle Espoir Île-de-France et qui est passée par le Paris Basket 18 et qui est maintenant coach. et est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure avec Nima, mais si aujourd'hui tu ne savais pas qu'elle était coach, est-ce que tu aurais pu, en voyant la joueuse qu'elle était pendant ces années au Paris Basket 18, te dire que ce serait une branche, une reconversion qui pourrait lui convenir? Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Là, en plus, c'est pas des joueuses que j'ai coachées. Je les connaissais quand elles étaient, enfin, j'étais déjà là quand elles étaient au Paris Basket 18, mais là, je pourrais pas te dire, voilà, tiens, elle avait vraiment cette fibre pour coacher. Maintenant, à l'inverse, je suis pas étonnée que Nima fasse de la formation, que s'intéresse au cadre, parce qu'elle a toujours aimé le côté top niveau. Voilà, quand on fait les choses, on les fait à fond et on se limite pas. Il y a d'autres filles comme ça auxquelles je pense, mais après, est-ce que c'est vers le métier de coach? Finalement, le métier de coach d'entraîneur, bah, peut être décliné dans plein de domaines différents. Voilà, peut-être qu'elle reste pas dans le milieu du sport, mais que c'est enfin, des compétences qu'elles ont développées grâce au sport qu'elles retrouvent maintenant dans leur métier. Donc, il y en a, on sent bien qu'elles vont être leaders plus que des femmes qui vont subir leur métier, quoi. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais reposer la question pour le colorer un peu sur vos actions hors des terrains, sur ce qui faisait la singularité du Paris Basket 18. J'ai pu lire, donc il y a eu un article notamment du Parisien sur les trophées, alors Laureus, si ça se dit comme ça, mais sur les trophées Laureus. Est-ce que tu peux parler un petit peu aussi de votre présence dans les écoles et des actions que vous menez aussi pour bah, en fait, dans un cadre social qui est aussi hors basket, du coup. Alors, on a plusieurs actions au sein des écoles. L'idée, c'est de se dire que dans les quartiers populaires, les jeunes filles ne viennent que rarement au sport par elles-mêmes ou via leur famille. Et donc, nous, on souhaite amener ces jeunes filles à faire du sport. Donc, le plus simple pour les voir, finalement, c'est à l'école. Donc, on va faire des initiations basket sur le temps scolaire. Donc, on est essentiellement sur le nord-est parisien et quelques villes dans le 93. On fait des initiations au basket et à l'issue des initiations, on leur présente le PB18. Donc, bien sûr, il y a les garçons aussi lors des initiations, mais on essaye d'avoir les noms des clubs autour pour les garçons aussi et leur dire, bah, écoutez, venez.
si vous avez aimé l'initiation, venez, n'hésitez pas. Nous, on a des écoles de basket, donc on a 5 écoles de basket qui sont de nord-est parisien, donc ce qui permet d'être pas trop loin des écoles dans lesquelles on intervient. Et on les accueille durant toute l'année. C'est 100% gratuit, c'est 100% féminin. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de se dire, j'arrive dans un club où il y a que des filles, ça facilite leur première approche, on va dire, enfin leur premier pas. Et derrière, d'avoir des éducateurs qui sont formés pour accueillir ce type de public. Quand je dis ce type de public, c'est par rapport à l'âge, par rapport aux objectifs qu'on a. L'idée, c'est vraiment de les amener à aimer le basket. Alors nous, contrairement à plein d'autres endroits, je veux dire, on ne parle pas de technique en CM2, quand elles ont 10 ans. Oui, c'est juste pour s'amuser, mais en fait, il faut aussi qu'elles découvrent le basket par ce biais-là. Et ensuite, pour celles qui ont du potentiel, qui sont motivées ou qui ont du talent, on leur propose d'intégrer ensuite nos classes horaires aménagées sport dans des établissements avec lesquels on est partenaire pour que là, elles arrivent à une pratique vraiment intensive et on développe vraiment leur qualité technique. Mais d'abord, il faut leur faire aimer le basket. Ça, c'est la première chose. Aimer le basket et aimer la structure. Parce que c'est important. Une fois qu'elles sont dans la structure, moi, j'aime à dire que finalement, on fait du basket, mais franchement, on pourrait faire du hand, on pourrait faire du foot, on pourrait faire n'importe quel sport. Et on l'a vu, hein, franchement, avec les jeunes, on est parti faire un séjour vélo. C'est pas le sport auquel elles seraient le plus attachées au départ. Séjour vélo, on va au musée, on va faire des sorties qui n'ont rien à voir avec le basket. Mais en fait, une fois qu'elles sont dans la structure, elles se sentent bien. Enfin, c'est au moins ce qu'on essaye ce qu'on essaye de faire. Et derrière, elles accrochent à tout ce qui se passe, puisqu'en fait, elles sont ouvertes. Finalement, c'est des jeunes qui sont très ouvertes. C'est juste qu'elles leur faut au départ un petit truc en disant, OK, vous connaissez pas, ben, venez, on y va, on va découvrir ensemble. Et après, voilà, comme elles sont dans un milieu qu'elles jugent souvent sympathique, et ben, elles adhèrent souvent. Ouais, en fait, le sport comme véhicule et pas comme fin. Exactement. Finalement, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et alors après, ce qui fait vraiment notre spécificité, c'est le fait d'utiliser le sport de façon intensive. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui utilisent le sport, mais nous, on a pris le parti de se dire que ce sont les valeurs du sport aussi intensif qui vont, qui vont faire que bah, certaines jeunes filles vont aller au top niveau, mais pas que le top niveau du basket, comme on dit. C'est vraiment, elles vont se donner à fond pour atteindre leurs objectifs, leurs rêves. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment des générations où elles rêvent plus. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on se dit que nous, on pense que tout est possible. Alors, il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Je veux dire, nous, on est arrivé là où on en est aujourd'hui, après 25 ans de travail. Et tous les jours, on cherche à grandir, on cherche à s'améliorer, mais on les fait pas. Le but, c'est pas nous de leur dire, ouh là là, tu seras une grande joueuse ou tu seras un grand entrepreneur. Mais par contre, c'est de dire, bah, tout est possible à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Il faut casser les barrières, oui, casser les barrières, voilà, faut avancer. Nima, est-ce que du coup, comment dire, cette évolution par le prisme de la pratique intensive, c'est quelque chose qui t'a apporté aujourd'hui aussi de la discipline dans ton quotidien? Oui, alors, c'est sûr que si on n'a pas ce côté discipliné, c'est compliqué de pouvoir développer l'expertise. Point. Après, j'ai envie de dire, chacun sa propre discipline. Pour moi, le plus important, c'est d'être sûr que l'impact que je veux délivrer, je puisse le faire. Donc, je m'organise autour de ça et j'ai des moments de flow où je sais que quand je vais commencer à travailler sur un sujet, je vais pas m'arrêter. Donc, en fait, je me discipline comme ça pour être sûr de pouvoir délivrer en temps et en heure ce que j'ai envie de faire. Et du coup, oui, ça vient de la pratique intensive parce que, comme elle a dit Agnès, il y avait le sport, mais il n'y avait pas que le sport. Moi, j'ai un master en RH. Quand il fallait travailler dessus et à côté être sur championnat de France où il faut aussi s'entraîner parce que comme tout il faut s'entraîner, si on s'entraîne pas on peut pas délivrer. Il fallait compiler les deux et pour compiler les deux il faut arriver à s'organiser sinon c'est compliqué. Et est-ce que t'as eu la sensation, on avait reçu dans le podcast le directeur de l'Académie Gauthier à Cholet, le centre de formation, mais est-ce que tu as eu la sensation aussi que cette pratique intensive, ça a été l'occasion pour toi peut-être de mûrir un peu plus vite et d'être prête plus tôt
d'être prête plus tôt et de mûrir un peu plus vite, de manière générale? Alors, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où on avait une pratique intensive et aussi on a été surclassé pour certains d'entre nous. En tout cas, moi, j'ai été surclassée. Donc, en fait, on jouait sur les deux volets. Et évoluer avec des personnes qui sont plus âgées que nous, plus jeunes que nous, etc. C'est sûr qu'on s'inspire, on voit comment elles font et on, on duplique entre guillemets un peu à notre sauce ce que les autres ont pu faire. Et dans l'autre sens, je dis non parce que l'objectif du PBJ, c'était aussi de nous laisser être, de pas nous pousser à grandir trop vite, mais juste à évoluer sereinement, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je dirais oui et non. J'ai une dernière question de ce gros corps de podcast. Aujourd'hui, de manière un peu générale, on a vu, il y a des articles qui sont parus, notamment par exemple sur l'équipe qui questionne le bénévolat. Aujourd'hui, j'avais une question, parce que du coup, on sent qu'il y a un vécu singulier dans la considération qu'on reçoit en tant que joueur aussi au PB18. Et là, je vous laisserai répondre toutes les deux, mais il y a un lien particulier qu'offre la pratique sportive. On l'a vu, du coup, Agnès, toi, la pratique sportive t'a amené à avoir une vision 360 du milieu du basket, en passant de l'arbitrage, l'entraînement, la direction. Et toi, Nima, j'ai vu, et puis Agnès m'en a parlé, que t'étais investi il y a bientôt les 25 ans du club, t'as été coach sur l'école de basket. Comment est-ce qu'on entretient ce lien? Comment est-ce qu'on donne envie aussi aux joueurs d'aller sur différents terrains? Ça, on va dire que c'est une question qui est un peu plus colorée pour Agnès. Et puis la question aussi pour Nima, c'est comment est-ce qu'on a envie justement de rester là-dedans et au final, est-ce que quand on est coach d'une école de basket, on fait pas un peu du mentorat aussi pour les jeunes, quoi? Comment est-ce que ce lien il est entretenu? Et c'est un lien qui est très important, qui parfois se perd un peu, mais du coup on sent qu'il y a une vraie filiation et que quand on est du PB18, on est du PB18 pour toujours, quoi. Alors, il y a le lien qu'on crée pendant qu'on est au club. C'est-à-dire que là, on a de plus en plus de programmes finalement qui sont mis en place pour que il y ait des échanges entre les différentes catégories, par exemple. Donc, on a des programmes, par exemple, quand je parlais du séjour vélo, l'idée c'était de créer un lien entre les plus jeunes et les plus âgés. On a emmené des filles de 11 ans avec des filles de 17 ans faire du vélo. Est-ce qu'au finalement, elles avaient passé une saison ensemble au moins et elles se connaissaient moyennement? Donc là, ça a été l'occasion de vivre ensemble pendant une semaine et de se découvrir. Ça peut faire partie des types d'actions qu'on peut mettre en place pendant la saison. On se dit aussi que l'idée, c'est que chaque catégorie aille voir les autres catégories lors d'un match, au moins par saison. Alors c'est peu, hein, parce que des fois, il y en a qui vont aller voir tous les matchs du week-end, parce qu'elles ont du temps, parce qu'elles sont contentes. Mais on essaie de forcer un petit peu ces liens par moment au sein même du club. Après, l'idée, c'est aussi de se dire que finalement, les filles ont du temps. On se dit souvent, oulala, de faire beaucoup de basket, elles n'auront pas de temps. Mais en fait, quand on est au collège, si on est juste organisé, on arrive à suivre études et basket relativement facilement si on s'organise. Donc, en fait, on peut par moment leur dire, OK, bah tiens, on fait un camp. Là, on a les plus jeunes qui sont au camp. Est-ce que tu veux venir encadrer? Ce qui ne veut pas dire que la personne viendra toute l'année à l'école de basket ou sera assistante toute l'année, mais ça crée aussi du lien. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est est-ce que les plus âgés échangent beaucoup avec les petites. Parce que on avait un programme auquel on a dû mettre fin. Malheureusement, c'était un problème de tutorat par les pairs. On avait les plus âgés, les quatrièmes, troisièmes, qui étaient tutrices des sixièmes. Et en fait, c'était beaucoup de responsabilités pour elles, mais elles étaient vraiment, vraiment engagées. Elles les suivaient sur l'aspect scolaire, elles les suivaient sur l'aspect sportif. Et l'idée, c'était de se dire aussi que tout cet échange leur permettait, pendant les moments difficiles, parce qu'il y a beaucoup de moments difficiles au sein de enfin, au moment de l'adolescence, au PB18 aussi, et donc des moments où elles sont en train de baisser les bras. Ok, ben, la plus âgée, elle pouvait dire, regarde, moi aussi j'étais là, moi aussi j'ai fait ça. Ben, quand c'était difficile, je sais pas, j'ai été faire ça, j'ai été faire ça. Donc elle donnait un peu des billes aux plus jeunes. Et ça, c'est des liens qu'on essaye de créer tout au long de je veux dire, leur carrière au sein du club. Et après, derrière, on met aussi en place des actions avec les anciennes qui viennent parler aux plus jeunes. Alors, ça peut se faire au sein des écoles. Par exemple, Nima est intervenu dans une école élémentaire pour parler de son métier.
pour montrer, voilà, moi aussi, j'ai commencé, puisque les jeunes de l'école élémentaire, une partie sont au PV18, et ben voilà, moi j'ai commencé aussi au PV18, maintenant je fais ça comme métier, voilà, n'hésitez pas, ça crée aussi un moment de, enfin, des liens entre eux, et on peut faire venir aussi les anciennes pour expliquer à nos jeunes qui sont là juste au sein du club, voilà comment ça se passe. Moi, j'étais en centre de formation, alors ça, c'était super. Ça, j'aurais peut-être dû écouter les coachs. Et puis ça, finalement, je pensais que c'était important. Et puis en fait, non, ça m'a pas limité dans ma pratique. Donc voilà, avoir des conseils. Parce que nous, on dit, même moi, ça fait très longtemps que je suis au club. Quand je parle, finalement, c'est pas moi qui ai vécu les choses. Donc comme je les ai pas vécues, j'ai forcément j'allais dire, ce que je vais raconter aura moins d'impact que ce que va raconter une joueuse. Et donc, on cherche aussi ce lien. Et ensuite, bah, l'idée, c'est de se dire, bah, en vrai, il y a plein de talents au PV18 qui sont sortis du PV18. Il y en a d'autres qui sont encore au PV18. Comme on dit, les joueuses pro, oui, les gens les connaissent, c'est comme ça qu'on est connus. Mais en fait, pour nous, c'est pas, comme je dis, bien sûr qu'on est content d'avoir des joueuses qui ont fait les Jeux Olympiques, qui sont en équipe de France, tout ça, mais en même temps, on se dit, et toutes les autres là qui ont réussi ce qu'elles voulaient, qui sont devenues les femmes qu'elles voulaient être, ça c'est finalement c'est certainement les plus grandes réussites pour nous parce qu'on se dit, bah voilà, des gens qui sont épanouis dans leur vie, bah, c'est super. Donc, en fait, on essaye d'aller chercher, bah, voilà, là, on va faire les 25 ans. OK, on a besoin de personnes pour s'investir. Bah, là, on a une équipe de 10-15 personnes qui est super engagée et qui fait des réunions tout le temps, le soir, jusqu'à tard, pour mettre en place ces 25 ans. Mais en fait, pour moi, c'est ça la réelle réussite du PB18, c'est d'avoir réussi à conserver des gens qui sont motivés j'allais dire, redonner aux jeunes de la structure, puisque finalement, là, ils vont donner de leur temps sans rien gagner, comme beaucoup de bénévoles hein, dans plein de structures. Mais là, nous, on est fiers que ce soit des gens qui sont issus de la structure et qui vont servir d'exemple pour les suivantes. Et j'espère même, peut-être un jour, prendre ma place à la direction, puisque c'est ça l'idée, c'est elle l'avenir du club finalement. Et toi, du coup, Nima, sur la question qu'on a posée, là, ce lien de la pratique sportive, c'est quoi qui t'a fait aller vers les écoles de basket, vers un investissement bénévole et je me doute aussi que jeunes joueuses, peut-être que ben, on passait les samedis à la salle, donc est-ce que tu peux du coup raconter ce vécu-là? Agnès a dit effectivement que ben elle pouvait en parler mais ne l'avait pas vécu. Et toi du coup c'est quoi qui t'a rattaché à cette envie du coup de transmettre, notamment par exemple sur le fait de coacher un peu au club? Très bonne question. Je dirais que oui, alors étant plus jeune, c'est sûr que nous, ce qui nous donnait envie d'aller regarder les matchs, c'était aussi l'ambiance. Il y avait le niveau de jeu, bien sûr, mais il y avait aussi l'ambiance, le fait de jouer contre, comme je disais, des centres de formation et de voir que elles arrivaient à faire face, à même dépasser, faire des beaux scores, gagner, et l'énergie qu'il y avait autour, c'était quelque chose qui était hyper intéressant. Et puis quand nous aussi on a évolué, bon, on voyait les plus jeunes qui venaient regarder nos matchs avec la même passion, la même niaque, et et finalement, j'ai envie de dire que la transmission, elle commençait déjà de là. Je sais pas si c'est naturel ou autre, mais aller regarder les matchs, c'était quelque chose de passionnant. En tout cas, moi, j'ai un super souvenir. Je pense qu'il y avait quoi? Il y avait Tuti Gandega à l'époque qui jouait, Kadia Minté. Aussi, et quand elle jouait, c'était top à regarder. Tu avais envie d'aller sur le terrain et d'aller avec elle, même si tu disais, wow, j'ai pas le niveau. Mais bon, ce serait trop bien d'y aller. Donc, je pense qu'il y avait déjà cette première part de transmission. Après, l'école de basket, je veux dire, j'avais pas conscience, en tout cas, qu'à l'époque, que transmettre, c'était vraiment, ça allait devenir mon leitmotiv. J'avais pas forcément conscience. Je pense que c'est trop précoce de dire ça. J'y suis allée pour apprendre. Parce que pour moi, pour bien transmettre, faut aimer apprendre. Et j'adore apprendre. Donc je me suis dit, ok, je vais y aller, on va voir ce que ça donne et on va apprendre aux petites à faire un double pas. Parce qu'en fait, c'est des points que, en fait, finalement, quand c'est on l'a fait tellement de fois dans notre vie qu'on réfléchit même plus à savoir est-ce que on pense que c'est de l'inné alors que c'est de l'acquis. Mais en fait, il faut apprendre à transmettre cet acquis. Et c'est là où finalement on voit est-ce que vraiment on est fait pour transmettre ou non. Et après, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, bah, on se découvre et on voit que bah, transmettre, c'est important, que ce qui nous drive et
ce qui nous motive, c'est finalement de voir que la personne, une fois que tu lui as transmis ce que tu sais, elle arrive à mettre en place et qu'elle obtient quelque chose à travers ça. C'est grisant. On en devient un peu addict et du coup, on continue, hein, j'ai envie de dire. Trop bien. Trop bien. J'ai deux questions de conclusion du podcast. C'est des questions, si jamais il y a besoin de les réexpliquer, vous n'hésitez pas. Du coup, je vais m'adresser à Agnès et Nima, je te laisserai répondre ensuite. La première question que j'aime bien poser, c'est à quoi est-ce que vous aimeriez mettre un contre? Alors, je dirais, je mettrais un contre à toutes les personnes qui nous fixent des limites, puisque finalement, je pense que notre seule limite, c'est nous, qu'il y a toujours un moyen d'arriver à nos fins, et qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui nous disent, ah, vous n'y arriverez pas, tout ça, et je pense qu'il faut, voilà, faut s'éloigner de ces personnes. Nima, à ton tour? Hum. Je plus sois. Non, non, c'est vrai, j'avoue, je pense que c'est un... Bah, j'irai un peu plus loin, je dirais que le premier compte, je mettrais à nous-mêmes. Des fois, c'est nous-mêmes, on se met des barrières. On se dit, je viens de tel ou tel endroit, je vais pas pouvoir réussir. Je viens de telle ou telle famille, j'ai jamais vu quelqu'un qui réussi dedans, donc pourquoi est-ce que moi je réussirais? Et j'ai envie de dire que parfois la première barrière, le premier obstacle, bah, c'est nous-mêmes. Il faut pas écouter la petite voix et comme il dit Tony Parker, si quand tu expliques ton rêve, les gens rigolent pas, c'est qu'il est pas assez grand. Donc je pense faut re-aimer un peu rêver grand et pas avoir honte de ça. Et la dernière question, c'est à quoi est-ce que vous aimeriez faire une passe décisive? Ça peut être à quoi, ça peut être à qui, ça peut être... Enfin, c'est très, très large comme question. Moi, je dirais aux jeunes du club, bah, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'avenir, il leur appartient. Et c'est à elles de faire en sorte j'allais dire, faire en sorte que le club continue, que le club garde cet état d'esprit, enfin, que le club, que les gens du club gardent cet état d'esprit, qu'on soit toujours aussi ambitieux et qu'elles croient en elles aussi. Parce que c'est important et elles ont plein de talents. Nous, on est là pour tenter de les accompagner et qu'elles puissent révéler tous ces talents, mais il faut vraiment que maintenant elles se prennent en main et qu'elles aillent au bout de leurs rêves et que, voilà, on verra la suite. Moi, je dirais, je ferais une passe à... En fait, je ferais plusieurs passes. C'est pour ça que je réfléchis à une passe. C'est la Magic Johnson de notre époque. Oh, toujours plus. Non, mais moi, je pense que je ferais une passe aux opportunités. C'est trop bien et il faudrait qu'il y en ait plus des opportunités, que ce soit dans le sport, des opportunités professionnelles, des opportunités de nouer de vraies relations. Euh, Parce qu'avec la bonne opportunité, il n'y a pas de limite. Donc, ouais, je pense que si je devais faire une passe, ce serait plutôt orienté aux opportunités et aux personnes qui donnent des opportunités. Bien. Eh ben, la première chose que je tenais à vous dire, c'était de vous remercier pour votre temps, pour votre présence sur le podcast. Je vous laisse le mot de la fin à toutes les deux. J'ai l'habitude de déléguer cette étape-là aux invités. Merci à toi, Valentin, pour ce podcast. C'était vraiment bien de revenir sur l'aventure PB18 et de partager ce moment avec toi. C'était top. Merci. Bah, tout comme Nima, je te remercie pour cette opportunité d'échanger, d'expliquer un petit peu mieux ce qu'est le PB18. Et le mot de la fin, je dirais, ben, ça fait 25 ans que le club existe. Le club a été créé par des passionnés. Je pense qu'on continue j'allais dire, de grandir avec passion, avec détermination et avec ambition. Et j'espère que dans les années qui viennent, on va pouvoir continuer à innover, continuer à répondre aux besoins
aux besoins de ces jeunes parce que elles ont prouvé que quand on met les moyens, quand on met l'énergie, on peut arriver à, j'allais dire, de très belles choses. Et à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de gens qui sont un peu négatifs sur les jeunes, sur l'avenir, sur tout ça, nous on continue de croire que c'est plus une question de persévérance, de moyens qu'on met en place et de, j'allais dire, de vision. Donc, nous, on espère continuer à réussir notre mission qui est de révéler ces talents qui sont au sein de chaque jeune. Et comme on dit toujours, c'est pas forcément que des talents sportifs, hein, il y a plein de talents différents. Et pour ça, on remercie aussi. On n'aurait pas pu le faire sans les partenaires, sans tous les partenaires qu'on a. Donc, on a des partenaires comme la mairie de Paris. Ça, c'est sûr que depuis le début, ils nous accompagnent, ils nous ont toujours suivis. Et c'est vrai que il y a 25 ans, on se serait jamais dit que qu'une marque comme Jordan puisse nous suivre. Parce que réellement, je pense que tout le monde a rêvé de Michael Jordan, tout le monde l'a vu jouer, voilà. Et on se dit quand même que, waouh, quel chemin parcouru. Donc, on espère pouvoir poursuivre avec ses partenaires, avec les autres. Parce que bien sûr, si je cite, je vais en oublier beaucoup, mais merci à tous. Et voilà, on est encore là et on va t'inviter pour les 25 ans. T'inquiète pas, va nous faire de belles festivités pour les 25 ans. Avec plaisir. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast. Si l'épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime, à lui attribuer une note et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi par commentaire ou message privé. De plus, je vous invite aussi à en parler autour de vous, partager l'épisode et si vous voulez suivre l'aventure Atom Basketball, je vous invite aussi à rejoindre le compte Instagram @atom_basketball pour se tenir au courant de toutes les dernières actualités. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!